Donc, bonsoir tout le monde, je suis bien contente. Et d'autant plus que ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas joué cette conférence gesticulée, puisque, comme peut-être quelques-uns, voire tout le monde ici, moi j'ai passé 2 mois en tôle, et depuis, j'ai pas eu le temps de la rejouer. Donc la dernière fois que j'ai joué, c'est le 14 mars. Et puis après, il y a les 2 mois de tôle, et puis après, il y a 1 mois et demi, le temps de vous retrouver. Et du coup, j'ai forcément envie de rajouter des choses que je ne peux pas rajouter là, parce que j'ai pas envie de reprendre le fil que j'avais fait au départ. Donc je vous la fais comme avant, mais il est clair entre nous qu'on n'est pas comme avant. Ok. Donc il y a peut-être des moments où je ferai poète-poète, par exemple, c'est des moments où je pense qu'il faut que je rajoute quelque chose, mais peut-être je vous dirai le poète-poète, et j'espère d'ailleurs, parce que c'est pas très marrant le poète-poète. Et il y a une autre chose, donc il y a les 2 mois de tôle, etc. Et puis il y a que je viens de Marseille, et peut-être vous avez remarqué que dans la presse, on a parlé de Marseille un peu autrement que d'habitude, parce que le printemps marseillais a gagné les élections. Donc c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont très différentes à Marseille, et que je ne peux pas ne pas intégrer dans ma conférence gesticulée à venir. Qu'est-ce que je voudrais vous dire encore? Alors oui, donc je vais parler, en fait c'est un témoignage sur le sujet de la participation, qui tient compte de ma vie. Et puis aussi j'ai lu un peu quand même. Donc ici j'ai mis une bibliographie que vous pouvez prendre. Il y a plusieurs exemplaires, et puis il y a mes coordonnées si vous voulez me faire tourner, moi je ne demande pas mieux. C'est vraiment volontiers que vous pouvez prendre ce papier. Et puis vous voyez tout autour, aux grandes dames, mes maîtres, car j'ai été formée dans une formation collective, ce que je trouve indispensable pour pouvoir faire une conférence gesticulée telle que je la conçois, en tout cas moi. Et donc ils ne voulaient pas que je mette des images, mais ça je m'en tape. Et donc voilà les images. Je vous ai mis des images qui sont dans l'espace public, parce que voilà, ça fait partie de mon existence. Ces images-là, il y en a 3 paquets en fait. Le premier paquet, c'est des images de sujets d'intérêt général. Là, c'est sur la femme, le travail, enfin vous verrez. Et c'est le système marchand qui s'exprime dans l'espace public. La deuxième partie, c'est comment l'institution publique nous parle, et comment d'ailleurs elle singe le système marchand. Mais parfois, elle parle de manière un petit peu autoritaire, vous verrez à la fin. Là. Et la troisième partie, c'est comment nous, le peuple, on lui répond. Voilà. Voilà. Ah oui, très important. Je me suis même mis une anti-sèche parce que j'avais peur d'oublier de vous le dire. Tout ce que je vais vous raconter, tous les faits que je vais vous raconter sont absolument vrais. Tout ce que je vais raconter est vrai. Ce qui vient de ma vie, c'est vrai. On peut croire que non, quand même, c'est vrai. Voilà. Ok, c'est bon, on peut commencer. Là. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Alors je commence par une question, parce que je voudrais un peu me situer. Donc là-bas, vous n'allez rien voir, mais ça ne fait rien, je vous raconte. Et je voudrais savoir, par exemple, vous là-bas, hein, et puis vous aussi, à partir de quel moment, historiquement, vous situez l'arrivée de l'expression démocratie participative ou participation citoyenne ou habitante, comme a dit Philippe. Quelles années, à quel moment vous pensez que c'est arrivé, en France en tout cas, dans le langage un peu institutionnel ou autre? Après 68. Ouais, 89 1789. Les autres Début des années 80. Ouais. Il y a 10 ans. D'accord. Ouais, les années 2000. Années 2000. Ouais. 80, vous faites référence à Je quoi? crois que c'était avec Hidalgo à la mairie de Paris, moi. Ouais. Février 93. Ok. Ouais, bon, là, regarde. Je vois pas les années 80 de quoi vous parlez. Ouais, participation, non, démocratie participative, c'est un peu tôt, je crois. En fait, moi, j'en sais rien du tout. Hein. Moi, je vous dis ça, moi, j'en avais jamais entendu parler. En fait. Et parce que, bon, dans ma famille, c'était pas du tout les mots qu'on employait, ni dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Moi, c'était plutôt un truc, je sais pas si vous vous souvenez, lutte des classes, lutte sociale, conflit, rapport de force,
Croupir, ah oui, alors je viens de Moselle, je suis née en Lorraine, j'ai vécu très longtemps en Moselle, et croupir, donc c'était croupir, autour d'une cause commune. Moi c'était tous ces mots-là, hein, cause commune, voilà, cause commune, et j'y tiens beaucoup. Et participation, j'avais jamais entendu parler, et par contre j'aimais bien participer aux réunions familiales, parce qu'il y avait toujours des discussions politiques. Moi, j'ai mon adolescence dans les années 70 et je suis d'un milieu d'enseignants, chercheurs, intellectuels de gauche. Il y avait des communistes, il y avait des marxistes aussi. Pardon. En plus, c'est vrai que les marxistes qui n'étaient pas au Parti communiste disaient qu'ils étaient marxistes, mais vraiment ceux qui étaient au Parti communiste ne disaient pas toujours qu'ils étaient marxistes. Ils n'étaient pas toujours. Et donc, moi, j'étais adolescente, j'ai grandi là-dedans, et chaque fois que c'était possible, en général tous les dimanches à midi, il y avait plein de monde à la maison. Et tout le monde discutait, moi je participais et tout, super. Et une fois, il y en a un, donc un des adultes, là, il va dans la chambre au fond de l'appartement, puis il revient avec le gros Robert. Et il le pose bruyamment sur la table, et il dit bah, j'ai amené le dictionnaire, hein, parce que Claire est là. Hein. Alors bon, tout le monde rit, donc j'étais bien élevée, j'ai dû sourire. Bon. Et puis quelques temps après, il y avait beaucoup moins de monde à la maison, quand même, beaucoup moins d'adultes, mais enfin bon, je ne dirais pas qui c'est. Et pareil, discussion un dimanche midi, discussion politique, je pose des questions, je dis des trucs, enfin j'ai des idées peut-être, je sais pas. Et là, un des adultes me regarde et dit « Oh, Claire ». Il regarde les autres et il dit non mais c'est vrai Claire, elle est chouette, elle est sympa, elle est mignonne, elle est drôle même, hein, mais bon, elle a quand même une intelligence à part, quoi. Et donc là, je ne sais pas si j'ai ri, je sais que je prends ça dans la gueule, et je prends ça tout court aussi, finalement, pourquoi pas. Et dès que j'ai eu 16 ans, donc l'âge correct pour quitter l'école, je me suis barrée de là. Et je suis partie avec mon intelligence à part sous le bras, vivre d'autres aventures. Mais tout ça pour dire que quand on veut participer, c'est pas évident toujours. Voilà. Donc non, moi j'avais pas entendu parler de la participation. Et la première fois que j'en entends parler, c'est en 2000. Alors il y a eu 2007, Ségolène Royal, mais très franchement, je connaissais pour ainsi dire pas. C'était pas mon truc, quoi. Et en 2008, il y a des élections municipales, et j'habitais Metz à l'époque. Et depuis 194 ans à peu près, il y avait le même maire qui s'appelait Rauch. Et Rauch est balayé par l'opposition, c'est-à-dire, en fait, le chef de file de l'opposition, c'était la gauche, quoi, enfin, le PS, depuis 194 ans aussi, d'ailleurs. Et donc, paf, c'est la gauche qui arrive, la gauche. Et là, le nouveau maire me téléphone et me dit, ben voilà, Claire, j'aimerais que vous me rejoigniez au cabinet du maire pour travailler avec moi sur la démocratie participative. Donc j'entends, ok, alors moi j'ai, ah super. Et alors pourquoi il fait ça, ce monsieur? Ben, c'est que j'étais connue en fait à ce moment-là. Donc on est en, j'ai dit 2008, hein, c'est ça. Depuis une paire d'années, comme on dit en Moselle, enfin assez longtemps, par mon métier, puis aussi par mes engagements associatifs. Alors mon métier, c'était la communication publique, c'est-à-dire mettre en relation le peuple avec les institutions qui se donnent, la chose publique en fait aussi, on peut dire. Hein, c'est vraiment les mettre en relation avec les méthodes et les idéaux de l'éducation populaire. Donc c'est pas faire du marketing, faire de la publicité, faire de l'image, faire je sais pas quoi, c'est tout simplement, il y a des sujets d'intérêt général, quelquefois d'urgence civique, quelquefois en tout cas d'utilité publique, et on les partage entre le peuple et les institutions qui se donnent, et on voit comment on les traite. Donc par exemple, j'ai bossé pour les services publics, pour beaucoup de services publics, dont les collectivités territoriales, mais aussi pour des associations d'éducation populaire, sur des sujets comme le recyclage des déchets, le développement durable, la santé publique, la prévention sida. Bon, tous ces sujets, vous voyez bien que c'est des sujets d'intérêt général. Et à chaque fois, donc j'allais voir les gens là où ils sont pour traiter des sujets, pour essayer
de construire ensemble des outils pour comprendre déjà ce qu'on m'avait soumis comme sujet et la manière dont le peuple voulait aborder ce sujet-là. Donc j'étais connue pour ça, j'ai jamais prospecté, j'ai eu toujours du travail. Et puis aussi pour mon engagement associatif, j'étais présidente d'une association un peu originale à Metz qui rassemblait plusieurs fédérations d'éducation populaire autour d'un seul territoire petit, enclavé, merdique, où il y avait tout à faire et surtout ils avaient tous raté ce qu'ils avaient entrepris avant, que ce soit les uns ou les autres de ces fédérations d'éducation populaire. Et c'est vrai que ça a été une expérience extraordinaire. Et donc ce maire m'appelle et je dis tout de suite oui, quand même, c'est tentant. Et puis, alors il faut savoir, le cabinet du maire, c'est l'endroit le plus politique d'une collectivité. Donc vous entrez, vous pouvez aussi sortir aussi rapidement que vous êtes entré, selon les changements politiques qu'il peut y avoir. Mais bon, c'était quand même très tentant, donc j'avais un atelier, j'ai laissé mon atelier de communication, et j'ai entré à la mairie de Metz. Et j'ai tenu 6 semaines. Dans les 6 semaines, j'étais comme ça, j'ai pas de vélo, voilà, je marchais comme ça, je ne pouvais plus, je rentrais chez moi, il fallait me mettre comme ça sur le côté, c'était intenable. Ils se tiraient tous dans les pattes. Alors la gauche, elle a fait ça, et là je fais poète-poète, parce que j'aurais des choses à raconter sur Marseille. Et donc il y avait l'élu à la vie associative qui disait, mais au faire là, elle doit aller... c'est avec moi qu'elle doit venir, elle ne doit pas rester au cabinet du maire, puis c'est pas de la politique, la participation, puis le milieu associatif, il sait bien organiser le débat public, c'est là qu'elle doit être. Alors il y avait l'élu au développement local qui disait pareil, et alors surtout le directeur de cabinet qui n'avait pas du tout envie que je sois là, parce que c'est pas lui qui avait décidé, qui faisait la gueule du matin au soir, c'était insupportable. Donc j'ai abandonné, je suis partie, je suis devenue directrice de la communication d'un réseau de transport public. Et c'est super, des opérationnels, des chauffeurs de bus, voilà. Donc ça c'était très bien. Et donc c'est à ce moment-là, introduction extrêmement longue, mais mesurée, vous en faites pas, que j'ai dû me poser la question, bon sang, qu'est-ce que c'est que la participation? Et je suis tombée sur ça, là, alors que vous ne voyez pas là-bas, donc je vous le raconte. Donc c'est une échelle, elle a plusieurs degrés. Et c'est une sociologue américaine qui s'appelle Sherry Arnstein, qui en 1969 a inventé cette échelle de la participation, parce qu'elle étudiait ce qui s'était passé depuis l'année d'avant, c'est-à-dire les émeutes de Chicago, entre autres, des quartiers noirs américains. Comme il y avait eu les émeutes, pour apaiser tout ça, on a mis en place des systèmes participatifs, des budgets participatifs, des choses qui n'ont d'ailleurs absolument pas fonctionné. Et elle étudiait ça. Et cette échelle, elle est correcte, on s'en sert un peu partout dans le monde. Elle sépare donc en 3 parties la participation. En bas, pour ceux qui ne voient pas, il y a des petits bonhommes qui font la gueule si vous avez des enfants en maternelle, puis maintenant que c'est vous qui faites l'évaluation et tout ça à la maison, hein, vous devez savoir, le petit bonhomme, c'est qu'il a merdé, le bonhomme avec la bouche droite, c'est moyen, et puis quand le bonhomme sourit, c'est le bonheur. On n'a pas évaluation pour les enfants, si? Ah, on dit ça hein, maintenant. Et donc en bas, c'est la non-participation, donc tout ce qui est manipulation. Et puis elle fait une nuance avec thérapie, c'est-à-dire on réunit des gens pour qu'ils participent, j'ai toujours pas compris à quoi. Et puis on leur dit, dites donc, c'est quand même un peu de votre faute si ça déconne. Et donc voilà la solution, et salut. Donc ça c'est ça qu'elle fait. Manipulation, tu vas partout, c'est très... Mais là quand même c'est pointu. Ensuite il y a la deuxième partie qui est plutôt de la coopération symbolique, que moi j'ai connue dans mon métier, c'est sûr. Et où il faut de la formation, il faut consulter les gens, donc les réunir. Hein. Et là aussi, alors petit détail sur information, ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens aient le même degré d'information que le pouvoir. Hein. Non, ça veut dire juste on leur donne quelques éléments et ensuite on va pouvoir les réunir. Au moins ils auront des éléments de langage et puis on aura fait son boulot, on les aura consultés. In fine, c'est quand même pas eux qui vont choisir ce qu'on va faire.
Et réassurance, c'est particulier, c'est quand dans une assemblée, par exemple, d'habitants d'un quartier, on les interroge sur le développement durable, enfin je dis n'importe quoi, et on a dans la salle des habitants qui en plus sont des spécialistes du développement durable et qui vont pouvoir un peu voilà, en parler quoi, devant les autres, mais c'est quand même des habitants, c'est super, mais ça change rien au schmilblick. On a beaucoup vu ça dans les agendas 21 et autres conneries. C'est toujours pas eux qui décident. Alors on arrive au 3e degré, qui est celui qui nous intéresse, je crois. Et là, il y a 3 niveaux pour arriver, enfin 2 niveaux pour arriver à ce contrôle citoyen et donc au pouvoir du peuple. Et le premier niveau, il est intéressant, partenariat. Ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir et ceux qui l'ont pas partagent un projet en commun. Et ça, j'ai vécu ça à Marseille parce que le 5 novembre 2018, vous avez entendu tous parler de ça, je pense, se sont écroulés 2 immeubles sur 8 personnes qui sont mortes, rue d'Aubagne. Et c'est pour ça que j'ai apporté mon sac de Noailles. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des milliers de personnes qui ont été délogées et qui n'ont pas été relogées. L'État est responsable, la ville est responsable, la métropole totalement absente est responsable, et nous, le peuple, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que tous les collectifs qui se tiraient habituellement dans les pattes ou qui ne se connaissaient pas, et les associations, la Fondation Abbé Pierre, toutes sortes de collectifs de partout dans Marseille se sont mis ensemble et ont écrit une charte de relogement qu'ils ont soumise, enfin, que nous avons soumise à l'État. Donc c'est ça, partenariat, à l'État, à la ville et pas à la métropole qui n'était pas là. Et donc l'État a réécrit des trucs, on s'est mis d'accord, enfin bon, c'était vraiment un vrai partenariat. Et là, quand je jouais la conférence au début, j'étais super contente parce que c'était génial. C'est vraiment, c'est vrai, c'est vachement bien. Il y avait juste la mairie hein, qui a rien foutu, et, mais c'était avant. Hein. C'est quand il y avait encore le très très vieil évêque. Là. Et donc, la charte, elle a été même votée en conseil municipal. Je crois que c'est le dernier conseil municipal du vieil évêque. Donc tout le monde était d'accord et là, jamais été appliqué. Donc c'est pas gagné. Mais en tout cas, ça existe. Et après, c'est le rapport de force, évidemment, qui fait la différence. Le reste, je laisse. Mais c'est vers ça que je souhaite tendre. Et puis, donc, toujours introduction méga longue. Je suis tombée sur cette définition du camarade Ricoeur, que peut-être qu'il y en a qui connaissent par cœur, que je me mets devant même si vous voulez pour la cacher. Il y en a qui connaissent par cœur une définition d'une société démocratique. Et démocratique, une société qui se reconnaît divisée. Déjà c'est bien. On pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe pour modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions. L'éducation populaire. Se fixe comme tu dis. Pardon. Comme ou pour. Ça marche. T'as l'œil, hein. Et tu peux la lire. Hein. Bon, l'expression de ces contradictions, l'analyse de ces contradictions, la mise en délibération de ces contradictions. Alors déjà là, on n'est plus du tout en France. En but d'arriver à un arbitrage. Donc je trouve que cette définition, moi, elle vaut ce qu'elle vaut, etc. Mais déjà rien que ça, eh ben, moi je me demande si, camarade Ricoeur, si on est dans une société démocratique. En tout cas, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle et dans ma vie militante, c'est essayer de travailler au service de la démocratie. Et c'est ce que je vous propose de voir ce soir, après cette énorme introduction. Est-ce que j'ai travaillé pour la démocratie? Oui, non. Est-ce que je l'ai fait? Mais. Il y a des mais. Et quel mais? Parce qu'en fait, vous savez, quelquefois c'est très agréable, si je puis me permettre, la domination. Et donc, quand ça arrive, on s'en rend pas trop compte.
C'est-à-dire qu'on a, alors je parle de la domination capitaliste là, on a l'impression d'avoir un rôle important, on est aimé, on est apprécié, on nous fait revenir, on est un rouage, on est voilà, dans une mécanique, ça marche bien, on peut recommencer l'année après, tout ça, le budget. Et donc on ne se rend pas compte. Et voilà, peut-être c'est ce qui m'est arrivé. Ça va? Oui. Même ceux qui ne voient pas, ça va? Vous voyez? Vous ne voyez pas derrière. Eh bien, bonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir à cette réunion publique de proximité et de concertation participative habitante dans le cadre de la politique de la ville, imposée d'ailleurs par la politique de la ville, dans le cadre de la rénovation urbaine de votre quartier. Si vous voulez bien vous asseoir tous sur les petites chaises de l'école maternelle, et merci à nous, concierge de l'école maternelle. On est vraiment très heureux de vous recevoir. Alors, je suis donc moi, Madame Burn, je suis la directrice de la rénovation des habitants. Je vois que je connais un peu tout le monde, donc je peux vous dire, voilà, j'ai divorcé. Et en fait, donc maintenant je m'appelle Madame Burnout. Voilà. Si vous pouvez juste derrière la faire taire l'enfant, parce que c'est pas... Merci. Ou alors vous sortez. Merci. Alors, ce soir, donc, on va commencer avec 45 minutes de retard, dont je ne vais pas m'excuser. Et puis, je vois dans la salle, il y a l'institut de droite, l'institut de gauche, les responsables associatifs, la correspondante du Républicain Lorrain, l'opposition, stagiaire de la com. Oh là là, les gens qui ont des vrais problèmes. Puis, c'est bon. Alors, monsieur le maire va nous rejoindre. Monsieur le maire va nous rejoindre dans une quarantaine de minutes, parce qu'il est à la région. Vous savez qu'il est président de la commission démocratie parti. Et qu'il est vraiment très intéressé par ce sujet-là. Donc il nous rejoindra quand il pourra, puis ça tombe bien parce que je lui ai apporté le parapheur. Parce que vous savez, il a vraiment très peu de temps. Alors il ne peut pas signer tous les courriers, mais là je les ai apportés. Et donc je vais passer la parole, par contre, vraiment l'enfant là. Voilà. Donc je passe la parole à monsieur Stantube. Alors, M. Stantube, c'est le directeur général de notre bureau d'études copier-coller. Et vous le connaissez puisque vous l'avez vu à la première réunion participative où il est venu vous parler de votre quartier. Et puis, merci beaucoup, Madame Burnout. Bonsoir, je fais juste un petit rectificatif. Ce n'est pas moi que vous avez vu. Faites taire l'enfant là-bas. Ce n'est pas moi que vous avez vu à la première des 2 réunions obligatoires, hein, parce que c'est notre petite filiale qui s'occupe de la participation des habitants. Parce que j'ai quand même une vision un peu plus systémique, vous voyez. Et donc ça, c'était il y a 5 ans, et maintenant, donc la deuxième et dernière réunion participative. Entre-temps, les études urbaines ont eu lieu. Les études urbaines ont eu lieu. Je vais vous en présenter le résultat. Premier slide, s'il vous plaît. Bon, deuxième slide, alors. Merci. Alors bon, il n'y a pas trop de surprises, comme vous voyez. Le quartier, c'est terriblement dégradé. Terriblement dégradé. Heureusement, il existe des dispositifs que nous utilisons. Et donc, troisième slide, s'il vous plaît. Merci. Donc là, vous voyez, alors, donc on va utiliser ce dispositif qui s'appelle déconstruction-reconstruction. Déconstruction, donc, qui va commencer, alors, le 4e slide, merci, le planning de la déconstruction. Donc, la déconstruction va commencer le mois prochain et ira, donc, pardon, pourquoi je dis tout le temps déconstruction? Pourquoi je ne dis pas démolition? Et pourquoi je ne dis plus reconstruction? Oui, parce que c'est pas au même... comment?
Est-ce que vous êtes concerné? Ben, je ne sais pas, monsieur. Vous me dites, vous habitez où? Au 8? Au 8, c'est là-bas. Oui, 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 vous êtes. Alors là, toute là-bas. Toute là-bas. Comment? Non, mais tout ça, si vous voulez bien, Madame Burnout, peut-être les détails, vous verrez avec la mousse, la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Et je ne me fais pas de soucis parce que c'est une petite filiale également de notre groupe. Donc vous verrez ces petits détails avec elle. Je continue. En revanche, il y a beaucoup de bruit, donc s'il y a moyen de... Alors oui, effectivement, pourquoi il y a du bruit? Ah, des gens sont debout, s'en vont. Comment? Vous nous aviez prévenu que 19 h, c'est pas une bonne heure. Ça fait plusieurs fois que vous nous prévenez. Oui, c'est vrai. Comment? Ah oui, vous avez signé la feuille de présence. Merci beaucoup. Et donc, vous aurez le compte-rendu. C'est bien alors ça. Ah ben voilà, monsieur le maire. On va passer la parole à monsieur le maire. Ça vous attend. Bon, on va le mettre comme ça. Ah non, c'est vrai. Vous avez vu que je l'ai. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vous verrai après. Il m'a téléphoné. Depuis le début de mon mandat, je n'ai de cesse de mettre en œuvre la démocratie locale. Et je le dis toujours, une seule manière de procéder, parler vrai à la population. L'ADN de mon équipe municipale, c'est de faire la ville véritablement avec ses habitants dans la proximité. Ici va surgir un quartier revitalisé, à la hauteur de nos ambitions. Ensemble, construisons la ville de demain, la ville créative, avec en ligne de mire le développement de l'attractivité de notre territoire. Je vous remercie beaucoup. Alors, je réponds aux questions, j'en prends 7 d'un coup. Alors, première question. Monsieur le maire, voilà 3 ans que je viens voir dans vos services pour un appartement. Ah, effectivement, oui. Effectivement, hein. Ça fait 3 ans. Hein. C'est un peu du harcèlement. Hein. Bon, bah, écoutez, si vous pouvez voir ça avec monsieur, parce que c'est pas la peine de passer du temps là-dessus. Une autre question. Monsieur le maire, bonsoir. Dans le quartier, il y a plus de 500 enfants de moins de 2 ans et une seule crèche de 60 places. Que comptez-vous faire à ce sujet? Bon, comme ce n'est pas le sujet de ce soir, on va d'ailleurs libérer monsieur Stantube. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, je vous libère aussi. Au revoir. Merci. Il était une fois un pouvoir qui en avait ras-le-bol. Il y avait des violences dans les quartiers, des violences dans les banlieues. D'ailleurs, par un drôle de glissement sémantique, c'était devenu la violence des quartiers. Et il fallait à tout prix empêcher le conflit. Pas d'émeute. Camarade Ricoeur, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, on inventa quelque chose de formidable qui s'appelle la politique de la ville. Génial. Et aussi un concept, mais incroyable, celui de city-stade. Et aussi, attention, ça fait un petit peu plus mal, et aussi celui de le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est beau, non? Et puis le vivre ensemble, ça n'est pas le contester ensemble. Mais ça n'y fait rien. Ça n'y fait rien, il y avait toujours des émeutes. Alors, un jour, on décida, à peu près au début des années 2000, qu'on inventerait un truc qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, qui est marqué par les sociologues, le tournant participatif. Ah, chouette! On imposa l'idée que
la participation était nécessaire, voire indispensable, pour résoudre les problèmes de la démocratie. On créa des lois, on commanda des rapports, et pour mettre tout ça en place, on fit appel à des professionnels. Seulement, il n'y en avait pas. Il n'existait pas les professionnels de la participation. Alors, arrivèrent sur le marché, parce que c'est un marché quand même, arrivèrent les universitaires. Bon, ce pas les premiers, mais quand même, souvent c'est les premiers. C'est jamais, des fois que ça fasse du fric pour le labo. Donc, ils sont venus là, il y avait aussi les journalistes, beaucoup de gens de la publicité, alors qu'ils y connaissaient peut-être pas grand-chose. Et puis, donc, bref, aussi des gens issus de l'éducation populaire, du milieu associatif, et notamment l'éducation populaire, parce que, accessoirement, on sait organiser le débat public. Donc, il y a eu un marché, il y a eu des bourreaux, beaucoup d'argent, des règles, des colloques, on colloqua, on congressisa, on évalua, d'ailleurs c'était les mêmes qui évaluaient que ceux qui faisaient la participation, comme ça c'est pratique, qui animaient la participation, dont je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas à quoi on participe. Je crois que c'est à une réunion, désolée. Et ce qui compta, c'était la communication qu'on pourrait faire autour de tout ça, parce que c'est pas tout ça, les petites réunions assises sur les petites chaises avec M. Stantube, c'est pas très... Voilà, alors il faut faire de la com autour, et on inventa même quelque chose que j'ai chez moi, qui est un kit de participation, une boîte là, comme ça, avec des affiches de proximité, avec des têtes de proximité, des slogans, des phrases de proximité. Bon, voilà. Le pouvoir était tout content, vraiment tout content, et avec la complicité des professionnels, il mit en place une forme d'institutionnalisation d'une participation à rien. Mais au moins, ça s'est mis en place. Et pour pouvoir le mettre en place, il fallait quand même, c'est pas les shadows, mais pour pouvoir le mettre en place, il fallait quand même former les gens à l'intérieur du service public. Donc, pour la fonction publique, ça s'appelle le CNFPT, et l'INSEP pour les cadres. Et donc, qui c'est-il qui allait former les gens à l'intérieur? C'est nous, les professionnels de la participation, parce que ça ramenait quand même des sous, puis comme ça permettait que, à l'intérieur de la machine, ils comprennent les factures qu'on leur envoyait. C'est super. Donc ça a bien marché. Super arnaque. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Et puis un jour, l'année dernière d'ailleurs, en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, janvier 2019, je crois, il y a un professionnel donc de la participation qui est assez connu, même très connu, en France. Et il a mis en place en France, sur toute la France, un système participatif. C'est appelé le grand débat. Alors, le grand débat, il y avait lui, donc lui, et puis il y avait sur Internet, on tapait le grand débat, et il y avait, ça s'appelle un sondage d'opinion. Donc il y avait des questions fermées, donc tu réponds par oui, par non, par oui, par non, par oui, par non. Et voilà, c'est tout, quoi. Et vous savez quelle est la définition du sondage d'opinion? Ma définition. Piqué à quelqu'un qui s'appelle Gérard Paré-Clavet. Eh bien, cette définition est la suivante. Le sondage est à la démocratie ce que le vomi de nouilles est à la gastronomie. Ah, ça donne soif, dit. Et puis moi, parce que ça c'est plus perso, le dernier boulot que j'ai pu faire finalement, d'un sens, je suis sollicitée par la métropole d'une grande ville de France au bord de la Méditerranée, tout en bas là, à droite, très très à droite. Et donc la métropole, elle fait une étude sur les besoins en matière de petite enfance dans un quartier très pauvre, où il y a effectivement 500 enfants de moins de 2 ans et une seule crèche de 60 places. Donc c'est pas très compliqué non plus de voir ce qu'il faut faire. Mais donc on envoie, moi, un sociologue, un architecte, enfin au moins on bouffe, un urbaniste, et donc moi j'y étais pour animer des ateliers avec les gens qui m'ont donné leurs idées. Et puis ça faisait tellement longtemps que c'était comme ça la situation que les idées, ils en avaient. Donc ils ont dit, bien entendu, il faut une autre crèche, mais il y a aussi des moyens alternatifs de garde, enfin tout, c'était super. Et
Et donc on finit l'étude, pouf, les architectes bossent, l'urbain, machin, tout, on rend l'étude, et arrive ce qu'on appelle le comité de pilotage. Il faut savoir, le comité de pilotage, à la fin d'une étude urbaine, tout est plié. Enfin, c'est-à-dire tu y vas, tu es invité, tu fais le déplacement en plus depuis Marseille. Personne n'est pas à Marseille, dont je parle, bien sûr. Et on arrive. Et là, donc l'élu à la rénovation urbaine, qui n'est autre d'ailleurs que l'ex-femme du maire de cette très grande ville, très très à droite en bas, elle est là, et il y a plein de gens et tout. Elle nous remercie. Elle dit merci monsieur le sociologue, merci madame, parce qu'on ne sait jamais ce que je suis. Voilà, merci. Mais je voulais vous dire, vous vous êtes trompés, hein, les gens que vous avez rencontrés ne sont pas les gens de ce quartier. Hein, parce que les gens de ce quartier, ce sont des gitans. Et tout le monde sait que les gitans, déjà, ne mettent pas leurs enfants dans les crèches. Déjà qu'ils ne sortent pas leurs enfants quand il pleut. Non. Et puis, quand ils les mettent dans les crèches, vous savez ce que font les enfants, ces petits, ils crachent. Et le personnel est dans un état, non, on ne va pas faire ça du tout. Donc on a vu avec mon service, on va en fait retirer 15 places de la crèche et on va faire un lieu d'accueil parents-enfants. Parce que, bien sûr, c'est pas la faute de ces petits bouts de chou s'ils crachent sur le personnel. C'est les parents, ils ne sont pas éduqués. Donc on va éduquer les parents. D'ici 2 ans, le problème sera réglé. L'éducation nationale va récupérer les petits en toute petite section ou en petite section. Ciao. Enfin, la petite ciao. Voilà. C'était mon dernier boulot. Donc on est rentré de là, d'abord on est passé acheter du chocolat sur l'autoroute, à peu près des bars comme ça. Et puis j'ai retenu 2 choses personnellement. La première, c'est que, c'est vrai, ça sert à rien d'écouter les gens. Ils disent que des choses sensées et tout, et c'est pas la peine, c'est pas du tout ça qu'on nous demande, donc il ne faut absolument pas aller les écouter, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc j'ai appris que les enfants, les bébés gitans, quand ils naissent, ils ont une espèce de glande là, particulière, qui fait que quand bébé gitan, pas content, bébé gitan toujours faire ça, et si vous en êtes d'accord, je propose de mettre, donc c'est la référence suprême, c'est le capitaine Haddock, ça va, qui se fait cracher dessus. Je propose de mettre ça dans la non-participation, vous en êtes d'accord? Voilà. Terrible. Tout le monde va bien? Pour votre sécurité, soyez vigilants. Signalez tout événement ou bagage abandonné à notre personnel. J'habite à côté du tram. C'est toutes les 5 minutes. C'est vrai, hein, à Marseille. La propreté, c'est nous. Le civisme, c'est vous. Ensemble, chassons les incivilités. Voisins vigilants, ils vous ont à l'œil. Comme indiqué sur nos panneaux d'affichage, les pickpockets sont entrés dans la rame. Ensemble, soyons vigilants. Excusez-moi. Bonjour, je suis Madame Burne, je suis la directrice du centre social. Et la métropole nous a demandé d'organiser une réunion habitante à propos de la petite enfance dans notre quartier. Quels sont les besoins, vous voyez. Alors on organise cette réunion habitante en présence de monsieur qui est sociologue et de madame qui... Et je connais à peu près tout le monde. Mais je connais tout le monde. Mais oui, je connais tout le monde. Merci les mamans du centre social, elles sont venues. Toujours, elles sont là quand on a besoin d'elles. Oui, c'est toutes les mamans du centre social. Si vous voulez bien signer la feuille de présence, merci pour la subvention. Alors, donc, ces messieurs dames voudraient parler avec vous, faire un diagnostic partagé et tenir compte de la maîtrise d'usage. Vous voyez que j'ai bien retenu. Et donc on va faire ça, il est 3h15, alors nous avons ici mademoiselle fait ce qu'elle peut,
qui va vous expliquer certaines choses sur vos enfants. Et puis, donc, c'est une petite demi-heure. Comment? À 4 heures, oui, oui, à l'école, oui. Ah, il n'y a pas de bus pour aller... Oui, c'est vrai, il n'y a pas de transport en commun pour aller chercher les enfants. On peut finir à 4h moins 10 si ça vous va, hein, 3h15, 4h moins 10, c'est bon, on y va. Je sans vous attendre, elle fait ce qu'elle peut. Alors, je suis Madame Burn, mais il faut que je vous dise, j'ai divorcé, donc maintenant je m'appelle Madame Burnout. Non, c'est ma sœur. Oui, donc bonjour, je suis très heureuse d'être là. Donc je suis Mademoiselle fait ce qu'elle peut, je suis conseillère en économie sociale et familiale au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et je suis également une professionnelle de l'éducation. Je vais donc vous parler de vos enfants. Et je vais commencer en vous disant que ce qui est essentiel chez l'enfant, alors bon, peut-être vous le percevez quand même parce que d'instinct, vous savez quand même quelques petites choses, mais je suis professionnelle. Ce qui est essentiel chez l'enfant, dès le plus jeune âge, c'est que l'enfant puisse se développer grâce au jeu, car le jeu permet, et elle se met à parler, et je ne vous mens pas, je vous l'ai dit au début. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle parle si fort? Ben, je pense, moi, que c'est... Alors, en face, c'est des femmes, c'est des moments. C'est peut-être pas des Françaises, c'est peut-être pas le même milieu qu'elle, c'est peut-être, je sais pas, c'est l'altérité, ça s'appelle, vous voyez. Et donc, ça fait peur un peu, hein, c'est difficile l'autre. Donc, elle parle comme ça, mais dans un contexte qui n'est pas non plus favorable à ce que ça soit autrement. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que cette toute petite proximité avec les moments du centre social, s'il y a des travailleurs sociaux, ils doivent s'y retrouver. Elle est, pour moi, elle me questionne, elle est dangereuse. C'est-à-dire que les dames qui viennent là, elles rendent service à la directrice du centre social, peut-être du donnant-donnant. Après tout, moi je viens là, je suis dans la merde, j'ai pas de garde d'enfants, j'ai pas de transport en commun, j'ai pas de boulot. Et en plus, l'appart qu'on a, il n'est pas bon. Donc, je pense à ça et je me dis, comment elle s'appelle Burnout, elle va peut-être m'aider à voir l'élu et tout et tout. Et je n'ai pas la possibilité de me dire que la dame à côté, c'est exactement la même chose, et celle à côté, c'est exactement la même chose, etc. Alors que si on mettait notre questionnement et notre colère ensemble, on serait peut-être plus efficace. Quoique, parce que si moi j'y arrive, moi j'aurais quelque chose. Alors je vous conseille de lire Pujol, c'est dans la bibliographie, qui parle du clientélisme, notamment à Marseille, et qui explique comment ça fonctionne dans cette toute petite proximité, et chez les plus pauvres. On commence comme ça, et c'est comme ça qu'on a pendant des décennies les mêmes aux affaires. Parce que on va voter, on est payé pour aller voter, etc. En tout cas, cette petite proximité pose problème, et en même temps, c'est complètement légitime d'aller à cette réunion demandée par la directrice du centre social. Et puis pendant que vous êtes là les mamans du centre social, ben, vous n'êtes pas sur un rond-point en train de refaire la Constitution avec 15 gilets jaunes, vous voyez. Donc c'est pas mal. À propos de gilets jaunes, cette échelle d'Einstein, elle ne me convient pas, et donc j'ai rajouté 2 étages. Parce qu'en fait, dans l'échelle d'Einstein, il n'y a que ceux qui participent, on ne sait toujours pas à quoi, il n'y a pas ceux qui ne participent pas. Et donc, j'ai mis les invisibles. Et les invisibles, d'ailleurs, ceux-là, ils ne les voient pas. Ben, ils sont de 2 ordres. La première partie, c'est les classes sauvages de Bourdieu, hein. Des classes dangereuses. Alors eux, il ne faut surtout pas qu'ils participent à quoi que ce soit. Par contre, il faut les mater. C'est bon, là, pendant les 2 mois de tôle, vous voyez ce que je veux dire? Qui sait, c'est nous. Et puis bon, il y a eux, quoi, hein. Donc les gilets jaunes, entre autres. Et puis il y a le petit peuple. Le petit peuple qui est gentil. Et le petit peuple, il faut juste l'empêcher de jouer avec les allumettes. Parce que c'est vrai, il n'y a pas besoin qu'il se déplace. Hein, on a tout ce qu'il faut comme outil idéologique puissant. On a les médias, hein, BFM et autres. On a des tas de choses. La consommation, plein de choses. Comme ça, les gens, tous les petits peuples, ils ne jouent pas avec les allumettes. Voilà.
Il était une fois un pouvoir. Je crois que j'ai oublié quelque chose, les gars. J'ai oublié quelque chose. C'est un truc, c'est parce que je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Attendez, il me faut. Le tout dernier boulot que j'ai eu, ça se passait dans les Alpilles. Je ne sais pas si vous connaissez les Alpilles. C'est des chics montagnettes avec des piscines toutes bleues, des 4x4, des Airbnb et tout. Et c'est à côté de Arles. Et on avait une commande du parc naturel régional du coin pour aller rencontrer les habitants d'un village. Et la commande était la suivante, j'ai écrit le texte parce qu'autrement je me trompe. Accompagnement d'un projet de mobilisation collective des habitants pour permettre l'évolution du centre du village. Il faut savoir que c'est pas pour rigoler. C'est-à-dire qu'en fait, les Alpilles, c'est très chic. Les gens sont là, ils ont des terrains immenses, même en centre de village, avec la maison, la piscine, du terrain peut-être pour le fils, s'il a envie de construire son truc et tout. Et quand on habite le village, qu'on n'est pas là que l'été, on est obligé de contourner tous ces machins-là pour aller emmener les gamins à l'école. Donc le truc, c'était de négocier avec les habitants pour qu'on puisse ouvrir des chemins, traverser voilà, des droits de passage, etc. C'est quand même... voilà. Donc, on y va, et puis on choisit, on va à la première réunion opérationnelle. Et là, alors il faut savoir que ce gars, en plus, il est maire de ce village, il est président du parc, et il est président de tout un tas d'instances sur l'ensemble du territoire jusqu'à Arles. Alors il nous explique ça, et je l'ai noté pour ne pas changer ses mots. Il dit, écoutez, je ne comprends pas très bien pourquoi cette réunion a lieu. Ces gens-là, ils n'ont rien à dire. S'ils parlent, c'est une catastrophe. Ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est leur mettre nos projets sous le nez, et basta. Et là, il dit, on ne va certainement pas se mettre à la merci de la réflexion de l'autre. Vous ne rencontrerez pas les habitants. Et puis que je sache, on n'est pas en démocratie participative, dont on sait ce que ça donne, hein, CF, gilet jaune. Hein. On est en démocratie représentative. Et puis tout le monde sait qu'on ne fait pas ça l'année avant des élections. Après, tu t'en fous. Pas mal, hein? Voilà, c'était donc une conférence... c'était pas fini, mais c'était la participation. Voilà, grosso modo, c'est ça la participation. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'en même temps qu'est arrivée la participation, est arrivé un truc que moi j'ai cru encore c'était une farce des universitaires. Parce qu'ils avaient déjà fait le coup avec le social, ils avaient inventé le marketing social. Des fois ça passe une branche de plus, ça a marché un temps. Mais... Et là, bah, c'est le marketing territorial. C'est arrivé en même temps que les idées de participation, donc c'est vraiment les années 95 en fait, entre autres. Et le marketing territorial, pour pouvoir vous en parler, j'ai choisi un tout petit texte qui est paru dans la Revue internationale des sciences administratives. C'est 3 pontes du marketing territorial qui l'ont écrit, et c'est l'introduction juste, que je me permets de vous lire. Le marketing territorial est une technique de plus en plus utilisée par les gouvernements locaux pour améliorer l'image des villes et atteindre les objectifs stratégiques liés au développement du territoire. Et là, attention. La participation des citoyens peut permettre d'améliorer la qualité de la marque et d'intégrer leurs émotions dans les processus de gouvernance. Alors, je répète. Vous avez 4 heures. La participation des citoyens peut permettre d'améliorer la qualité de la marque et d'intégrer leurs émotions dans les processus de gouvernance. Remarque à l'attention des praticiens. L'influence des citoyens sur le marketing territorial est généralement faible. Cependant, lorsqu'on s'en donne les moyens, le marketing territorial a davantage d'effets. Il peut donc se réaliser de manière interactive avec les citoyens
et ainsi prévenir la contestation de ceux-ci. En vous remerciant. Et voilà. Donc tout étant dit, c'est terrible. Parce qu'il faut savoir quand même que le marketing territorial, qui a donc remplacé une forme plus ou moins réussie et honnête, etc., de communication publique, ça coûte terriblement cher. L'éducation populaire, je suis désolée, mais ça coûte pas cher. Hein, ça coûte, vous voyez, je bricole, machin et tout, ça coûte du temps passé énormément, ça coûte de l'entrain et bon, bref. Je voulais quand même vous le lire parce que je trouvais que celui-là... Voilà, donc participation, marketing territorial, même combat. Oui, alors, pardon, c'est les fables de La Fontaine. Vous avez reconnu de toute façon. Il était une fois un pouvoir qui, en même temps qu'il nous embrouillait avec la démocratie participative, resserra la tenaille autour de la chose publique en s'autorisant l'utilisation massive et totalement inappropriée de méthodes marketing du système marchand. L'institution publique se mit alors à singer, d'ailleurs assez mal, vous le verrez sur les images, hein, les modes de représentation, les logos si vous voulez, enfin, tout ce qui est identité visuelle, donc les modes de représentation et le fonctionnement du privé. Le fonctionnement, il y a le management, par exemple. On vit arriver subrepticement des services aux publics vidés de sens à la place du service public. Des stades de foot orange, enfin nous on en a un à Marseille, et aussi des marques de ville. Et là, il faut que je vous raconte un truc, il est où là? À Marseille, donc il y a une métropole, Marseille, Aix, métropole quoi. Et elle a voulu se donner une marque, et donc elle s'appelle One Provence Métropole. Et One Provence Métropole, donc c'est né en décembre, sans déconner. Et il y a un site internet, enfin bon, il y a tout, il y a une grosse fête où il y a plein de pognon pour fêter ça, l'arrivée de la marque. Évidemment, ça veut dire qu'on va changer tous les logos, les machins, vous voyez ce que c'est comme. Et donc, je connais quelqu'un d'assez jeune, un peu de ma famille, qui est geek total et qui a l'habitude, quand il y a un nouveau site, pof, copier-coller, hop, il va voir le site. Et il va voir le site One Provence Métropole. Et là, il lit. Merci à toute l'équipe qui a soutenu notre bon maire. Merci pour les morts de la rue d'Aubagne. Merci à la Soleam, bras armé de la mairie. Merci pour le prix de l'eau à Marseille. Merci pour la qualité de l'air à Marseille. Merci pour pas de piscine à Marseille. Et merde, quelle est l'abruti qui a oublié d'acheter le nom de domaine? Voilà, c'est bien, quand même. Et donc il est en procès pour dire, je sais pas qui c'est, mais je sais qu'il est en procès. Voilà. Bref, les dominants, ils ont mis en place un système que je remettrai les lunettes, ça serait mieux. Un système de marque et un système de lutte de distinction entre les territoires. Alors ce système-là, il passe par les marques et il passe par des slogans. Il y a I Love New York, il y a I Love Nice, qui se font d'ailleurs un procès parce que l'une a utilisé le slogan de l'autre. Alors il y a Lyon, quelqu'un est de Lyon, il y en a plusieurs de Lyon. Et comment ça s'écrit? Tout attaché. En Lyon. En Lyon. En Lyon. Dites-le, c'est en Lyon. Il n'y a pas de L après. En Lyon. Trop bien. Ridicule. Oui. Il y en a d'autres, hein, je ne sais pas, vous en avez d'autres, hein, des trucs comme ça, à part Lyon. Il y en a bien d'autres, non? Bon, tant mieux si vous les avez pas retenus. Il y a Skype. Mais ici aussi, dans les vallées, il y a ça. Ouais, bien sûr. Oui, il y en a des beaux. Ils vont rappeler Sanary, ils vont rappeler autre chose. Qui de vallée. Voilà. Et tout ça, c'est du service public, normalement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de dessin public commun perceptible de la part de nos institutions. Dessin DE, 2 SEIL. Oui, bien sûr.
perceptible de la part de nos institutions publiques. Et ça ne correspond à aucun besoin civique. Et il y a des outils extraordinaires. Il y en a un, mais je ne peux pas, donc poète, en parler trop longtemps là, mais qui détruisent ce dessin commun parce que cet outil met en concurrence les territoires, les villes. C'est le service public. Pourquoi est-ce qu'ils sont en concurrence avec des outils de marketing, avec des... Maintenant, il faut répondre à des appels à projets, il y a des labellisations, qu'est-ce que c'est? Tout ça pour pouvoir avoir de l'argent pour les quartiers des pauvres. Et cet outil, ça s'appelle l'ANRU, Agence nationale de la rénovation urbaine. Je pourrais vous expliquer ultérieurement dans une autre conférence ce sujet-là. Bref, c'est comme ça, par l'arrivée en fait simultanée de la mort des services publics, en tout cas de l'attaque des services publics par le marketing territorial et par la participation, on l'a vu maintenant bien imbriquée, entre autres, hein, il y a bien d'autres moyens, mais en tout cas ceux-là m'intéressaient moi, puisqu'ils m'ont touché dans ma vie, qu'on a tué une forme de relation entre le peuple et ses institutions, et qu'on a aussi tué mon métier. C'est pas fini, car quel était mon métier? Est-ce que j'ai fait ça, moi? Est-ce que j'ai fait du marketing territorial, de la participation qui sert à rien? Je ne crois pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, ça a été formidable. Donc, c'est possible. Je travaillais vraiment là où les gens habitent, là où ils travaillent, là où ils luttent. Et comme je le disais tout à l'heure, je construisais avec eux des outils. Et alors, c'est sûr que c'est dans un esprit d'émancipation. Du coup, ça ne plaît pas forcément toujours aux dominants. Hein, parce que les dominants, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de conflit. Et moi, je faisais renaître le conflit dans ce moment-là. Mais je suis quand même tombée pendant très longtemps sur des responsables de services publics et en tout cas de collectivités qui comprenaient l'intérêt de l'éducation populaire et qui avaient encore quelque chose voilà, à offrir à ce niveau-là. Donc j'ai pu le faire un certain temps. Et d'autres fois, c'était pas possible. Et dans ce cas, le commanditaire, on lui dit voilà. Donc on fait la commande et puis on fait aussi autre chose. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Mais avant, non, réellement, sincèrement, je pense avoir pu travailler avec des maires, avec des présidents de conseils généraux, et des trucs comme ça, correctement et avoir apporté ma part. Une fois, on me demande d'imaginer un outil pour présenter aux habitants d'une ZUP un projet d'aménagement de la place du marché. Donc je propose de faire un bus qui sera posé là pendant 8 jours, dans lequel il y a une expo, et des gens des services municipaux, enfin peu importe, une expo, vous voyez, les gens ils rentrent, ils regardent, ils amendent le projet, ils ressortent, machin, tout ça. Et je précise quand même que dans ce quartier, les immeubles avaient tous des noms de fleurs, je crois. Ah, c'est souvent le cas, il me semble que c'est des fleurs, ou de province, je ne sais plus. Et c'est pas comme ça que les appelaient les habitants. Et les habitants, il y a un immeuble qui s'appelait, donc une grande barre, qui s'appelait la barre de l'OPAC, parce que c'était l'OPAC, office HLM, parce que c'était là qu'il y avait le gardien. Et les deux autres, ils s'appelaient pas comme ça. Ils s'appelaient pas... Il y en a un qui s'appelait... les balances. Et l'autre s'appelait les désespérés. T'habites où avec les désespérés? C'est à côté des balances. Et c'est dire le marketing territorial à côté de ça, vous voyez. Comment nommer les choses. Et donc bref, alors le bus était installé, et moi, il y avait l'expo, tout ça pour tout. Et puis de temps en temps, les gens, même très souvent, ils parlaient d'autre chose que de la place du marché. Ils sont toujours très gentils, ils viennent, ils disent 3 trucs, histoire de... Voilà, puis ils ont autre chose à dire. Donc je notais tout ce qu'ils disaient, et quand ça avait trait à l'environnement, enfin à l'espace public, j'avais un Polaroid. Alors, il y a des gens qui sont nés dans les années 2000. Donc le Polaroid, alors j'explique, c'est un machin, ça fait des photos carrées, ça sort tout seul, comme ça. Ça sèche en 1 minute, il ne faut pas mettre les doigts dessus.
Et donc la photo elle est carrée en haut et puis en bas tu as de la place pour écrire. Et du coup j'écrivais en dessous ce que les gens me disaient. Je revenais à mon bus, je prenais du scotch et je collais comme ça au fur et à mesure toutes les photos tournées vers l'extérieur. Parce que c'était pas en lien avec l'expo, mais c'était... Et puis j'avais mis un guéridon avec des cahuètes, du pinard, des chaises, quoi. Et puis les gens, ils venaient là, ils regardaient les photos, ils discutaient entre eux. Et ça m'échappait. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Et ils sont venus tous les jours, et certains sont venus les mêmes, etc., etc. Et ça m'échappait, je n'ai pas la maîtrise. Et donc c'est une piste comme ça que je lance. Mais peut-être quelquefois on peut laisser le débat public à ceux qui le souhaitent quand on l'anime. Pas forcément la maîtrise, ça me fait penser à quelque chose. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette conférence gesticulée, je vous ai dit que je suis donc partie à 16 ans, je suis donc un échec scolaire. Et ça faisait quand même un petit moment que j'enseignais à l'université à Metz, au département communication publique que j'avais aidé d'ailleurs à créer. Et en 2005, donc en tant que praticienne, hein, pas en tant que je suis pas universitaire, hein, c'était praticienne, hein, parce que c'est pas pareil. Surtout en début d'année, c'est pas pareil. Quand le directeur du département il te présente aux étudiants, il dit Claire, praticienne, et là, le savoir. Et donc, il me propose de faire une VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Les acquis de l'expérience. Par l'expérience. Pardon. Voilà. Enfin, tu as un référentiel, donc pour passer une maîtrise de communication publique. Tu as un référentiel, ta vie professionnelle, et tu regardes ce qui est anglais, merde, non, tout ça. Donc à la fin de l'année, c'est du boulot, hein, c'est payé, hein, accessoirement que je payais. Plein peu. Voilà. Et à la fin de l'année, donc j'ai ma maîtrise, avec pension et tout, super. Bon, donc il y a une grande fiesta, et puis bon, alors moi je suis sympa, je fais venir des clients en moi, collectivité, comme ça, pour le labo de recherche, ça peut être bien et tout ça, machin, donc ça va super, c'est bien. Et qu'est-ce qui se... Ah oui, alors je l'ai apporté, parce qu'on peut ne pas me croire une fois. Voilà, donc c'est ça. Picard parce que c'est mon nom de jeune fille. C'est pas à l'original, hein, vous rigolez. Et qu'est-ce qui se passe en 2006? Alors, qu'est-ce qui a changé à l'université en 2006? Eh ben, exactement, licence, master, doctorat, et voilà, la maîtrise n'existe plus. C'est comme à chaque fois, il y a quelqu'un de très gentil dans la salle qui me dit « Mais il y a une équivalence !» Non, il n'y a pas d'équivalence. Ça, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas filé à l'époque un DESS dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... pourquoi? La praticienne, quand même, voilà. Donc ça, c'est intéressant, comme quoi l'intelligence à part, ça me poursuit. Ça me poursuit, mais je pense que c'est aussi... ça me porte. Je pense pas que j'aurais fait ça, j'aurais fait tout ça si j'avais pas, si j'étais pas ce que je suis, quoi, voilà. Donc, 20 années se passent, et puis j'arrive il y a 10 ans, 11 ans en fait, à Marseille, et pendant ces années, j'ai bien galéré au début, et puis une collectivité me propose, un directeur de cabinet super, de le rejoindre donc dans sa mairie de Vitrolles. Ça vous dit quelque chose, Vitrolles? Allez, c'est quoi? FN. C'est tout, FN? FN? Maigret? C'est toujours comme ça maintenant? Non. Ça fait longtemps? 10 ans. C'est drôle. Et oui, ça fait 20 ans. Et en fait, ça fait 18 ans, le municipal, ça fait 18 ans. Comme quoi le marketing territorial, je ne veux pas faire de gestes disgracieux. Ça ne marche pas. Ce qui marque, c'est ça. Et ce qui s'est passé il y a 18 ans, le maire de la gauche, enfin socialo des Bouches-du-Rhône, très particulier, qui a repris la mairie, il a voulu le faire à la De Gaulle, il a dit pas de débat. Pas de débat, c'est cool, on reprend, on y va. Et donc, il n'y a pas eu de débat. Et donc,
tu croises un tel, et tu ne sais pas s'il est ce qu'il est, tu ne sais rien. Les gens ne se parlent pas, dans les services c'est une horreur. À la mairie, alors moi j'étais là, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, on ne sait pas. Et inversement, imaginez ce qui se serait passé, je ne sais même pas si on peut l'imaginer, s'il y avait eu le débat, si Vitrolles avait eu le courage de faire ce débat, il n'y aurait pas eu Hayange, il n'y aurait pas eu, enfin peut-être en tout cas, mais il y aurait eu un débat enfin ouvert sur pour quelle raison j'ai voté l'extrême droite à un moment de ma vie, à tel endroit, pourquoi ça s'est passé comme ça, mais c'était génial. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et donc, quand j'y suis arrivée, moi j'ai eu la responsabilité de la participation des habitants et les chantiers de la ville. Il y avait beaucoup de chantiers parce que c'est une ville nouvelle et que les routes étaient à refaire, des immeubles étaient à refaire, les isolations, tout ça, des rues, enfin, etc. Plein de chantiers pour plusieurs années, c'était super, c'est un très bon moyen de rencontrer les gens. Et je travaillais avec un directeur de cabinet venant de l'éducation populaire, ce qui est rarissime, j'en ai jamais vu d'autre, une espèce d'ovni, un truc qui bossait de 5h du matin ou 6h du matin à minuit, enfin bon, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et un jour arrive dans son bureau la directrice du développement local. Alors elle était là avec les parapheurs, toujours c'est un parapheur, c'est un vrai, un vrai. Et donc avec une pile de parapheurs, comme ça elle arrive et puis elle dit tiens, c'est bon là, tu pourras signer, j'ai fini le PADD là. Il n'y a plus que la petite réunion de concertation là, tu sais, mais enfin on va faire ça vite fait, c'est M. Stantube qui l'a fait. Et allez, on fait ça la semaine prochaine, j'ai loué la petite salle là. Et puis elle allait partir et on lui dit non, on va pas faire ça. Pourquoi? Parce que le PADD, c'est le plan d'aménagement et de développement durable d'un territoire. Et c'est sur 15 ans. Donc on a le temps. Du coup, il y a des choses qui sont parties, des coups partis, avec des aménagements structurants pour le territoire. Il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies, donc on peut les présenter aux habitants. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout commencées, donc on peut les créer avec les habitants. Donc on dit non, on ne fait pas ça, on fait un énorme machin, on va dire à tous les Vitrolais de venir et on va montrer où ça en est, tout quoi. On va exposer ce qu'on a et puis eux ils vont participer au débat. Donc bon, ils n'étaient pas très contents, mais on l'a fait et c'était absolument extraordinaire. On n'avait pas beaucoup de temps pour le préparer, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que c'est pas le but, mais ça a donné un petit bouquin comme ça, tout était dit avant et donc la marche de manœuvre était expliquée. Ensuite ça a été montré à d'autres reprises. Il y a eu plusieurs débats comme ça pendant les années où j'étais là. Et les habitants, ils sont tous venus. Il y avait des bagnoles, mais on ne voyait plus. Enfin, Vitrolles était rempli de toutes les bagnoles garées. Et il y avait un monde fou. C'est une réunion qui était à 6h, comme beaucoup de réunions. Et ça s'est fini à 1h du matin. Parce que, et encore, on a viré des gens qui étaient un peu bourrés. Il y avait à boire, à manger. Enfin bon, bref. Et donc, pour préparer ça, il a fallu rencontrer les gens dans les services. Et ça a complètement débloqué et redonné confiance à beaucoup de gens. Et parce qu'ils ont discuté entre eux sur ce qu'ils avaient à montrer, etc. Et c'est grâce à ce... Ben là, il y avait une cause commune aussi, d'ailleurs, si on veut. Grâce à ça que les langues se sont déliées, que la confiance est venue. Enfin, on a vraiment mené des beaux chantiers là. Et je parle de ça parce que les gens dans les services, il ne faut pas les oublier. Et si je vous ai mis des Madame Burnout, c'est pour vous faire rigoler, bien sûr, mais c'est aussi parce que c'est vrai. Et que dans les services publics, on l'a vu pendant que j'étais en tôle, là, avec celui de la santé, mais bon, dans beaucoup de services publics, les gens sont très mal, mais vraiment très mal. Alors qu'ils sont qualifiés, mais vraiment, ils sont qualifiés, c'est pas une compétence, ils sont qualifiés, ils ont les dossiers, ils ont les études, ils ont les études dans les tiroirs, ils ont des capacités, les équipes peuvent se reconstituer, sont des citoyens comme les autres. Il faut penser à eux, s'il vous plaît, pour travailler avec eux sur l'avenir. En tout cas, c'est évident qu'on ne fera pas sans eux. Et, sauf s'ils en crèvent, quoi, parce que vraiment, ils ne vont pas bien.
Donc voilà, pour burn-out. Et je vais terminer sur ça, parce que quand même, c'est pour vous dire que le marketing territorial, ça coûte, mais moi, je coûte rien. Et j'ai même apporté des bouts de raffia pour montrer que c'est fait avec pas grand-chose. Ça, c'est... Donc, je m'occupais de la communication des chantiers de cette ville. Et comment Stantube, là, il est passé à Vitrolles. Il a démoli des bars. Et donc, j'ai suivi, moi, des personnes qui habitaient dans les bars. Et je les ai suivies là où elles étaient relogées. C'est pas comme à Marseille, au moins, là, elles ont été relogées. Et il y avait aussi des chantiers autour de là où elles étaient. Et donc, je remettais ça à une personne relogée en lui disant, voilà, c'est le classeur des chantiers, vous avez toutes les explications des chantiers qui sont autour de chez vous, puis aussi dans la ville. À la fin, vous avez un peu de place là pour écrire des choses. Je vous le confie, et vous le faites passer dans la cage d'escalier pendant une semaine, et je reviens la semaine prochaine à le rechercher. Et donc, la personne, ça lui faisait un prétexte pour rencontrer ses voisins qu'elle ne connaissait pas. Et bien entendu, ce qui compte pour moi, c'est pas tellement ce qu'ils avaient écrit là-dedans, mais ce qui s'est passé dans la cage d'escalier pendant une semaine. Et la dernière chose, c'est la petite fabrique de noms. Le Front National, enfin le machin, ça s'appelait pas Front National. L'extrême droite, quand elle est arrivée à Vitrolles, elle a arraché les plaques de rue et elle a mis à la place les siennes. Elle a enlevé Nelson Mandela, elle a mis Stirbois. Et donc, quand la gauche est arrivée, elle n'a pas voulu faire pareil, elle a juste enlevé Stirbois quand même. Elle n'a jamais remis Nelson Mandela. Et impossible de toucher au nom des rues, etc. Et puis arrivent ces chantiers là, qui créent en fait de nouvelles rues. Et du coup, il fallait bien les nommer, les rues. Donc j'ai proposé la petite fabrique de noms. Et j'animais ce truc un peu hybride, puisque moi j'étais de la mairie, les gens qui venaient, c'est pas une association, c'est un machin comme ça. Et tous les 15 jours, donc c'était annoncé dans le journal local et sur le site internet, les gens venaient et ils ont nommé des rues. Il y en a une, c'est assez beau, puisqu'il y avait une rue, si vous voulez, là il y avait une rue qui s'appelle la rue du Bonheur. Et il fallait nommer une rue dans le quartier en dessous, là comme ça. Et ils l'ont appelée la rue du Bonheur prolongé. Il y en a eu d'autres, c'était vraiment bon, super. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de rue à nommer, quoi. Il n'y en a pas 50 000 non plus, hein, c'est pas une grosse ville. Et bien ils revenaient quand même, les mecs. Alors donc, enfin les mecs, les gens, les nanas, les mecs. Tous les 15 jours, ils étaient là. Et c'est ça qui est formidable, parce que petit à petit, ils ont transformé l'objet, qui était la dénomination des voies, et ils l'ont changé en quelque chose de très très politisé. Et une dame arrive un jour et elle dit, écoutez, moi j'habite rue Impasse Olga Bansik. Et c'est juste à côté des allées Manouchian, groupe Manouchian. Il y a 2 collèges, il y a un lycée, il n'y a rien d'écrit. Personne ne sait ce que c'est. Tu sais, toi, ce que c'est Manouchian et Olga Bansik. Et donc, je voudrais qu'on fasse un commentaire sur les plaques et qu'on fasse ça systématiquement. Moi, je notais, hein, moi, je faisais compte rendu, c'est tout. Je jubilais. Et donc, il y a évidemment quelqu'un qui dit, mais c'est quoi groupe Manouchian? Donc, le groupe Manouchian, ce sont des résistants étrangers qui ont fait énormément de boulot et qui, en février 1944, ont été assassinés au Mont-Valérien. Ils ont été guillotinés. Et Olga Bansik était la seule femme de ce groupe. Et comme les nazis avaient une méthode particulière, je suis désolée, c'est comme ça, elle a été renvoyée à Stuttgart. Elle a été torturée, elle a été violée, elle a été décapitée 3 mois après. Donc, t'es là avec la petite fabrique de noms, la rue du Bonheur, ça change quoi. Hein. Et ben, parce que ça a du sens, ça a marché, ça a été accepté par la commission de dénomination des voies, enfin, quelque chose de très très étriqué pourtant. Et ils ont continué comme ça, la petite fabrique de noms, y compris un tout petit peu après que je sois partie. Et notamment, ils ont dit, bon, puisqu'on peut faire finalement plein de choses avec ces rues à nom propre, on pourrait imaginer que dans chaque rue à nom propre, on trouve un prétexte, on fait un apéro, on invite les gens de la rue à un apéro de la petite fabrique de noms, et on leur raconte qui était, je sais pas, Victor Gélu, qui est un poète marseillais, on trouve l'année de son centenaire, je sais pas quoi.
Et comme ça, ils discutent entre eux, puis ils discutent avec nous, c'est super. Voilà, bon, ça c'est vraiment un vrai bonheur et exponentiel. La petite fabrique de noms a fait des petits. Mais voilà, ça s'est arrêté. Mais j'étais prévenue quand même que ça s'arrêterait un jour, ce bonheur. Parce que quand je suis arrivée à Vitrolles, le jeune maire de l'époque, qui est toujours là, qui a d'ailleurs été réélu au premier tour avec 57% des voix, je ne sais pas si je suis pour quelque chose, je ne sais pas si ça me fait plaisir de le savoir. Mais en tout cas, je lui raconte tout ce qu'on allait faire et qu'on a fait, il n'y a pas de problème, on l'a fait. Et il me dit, oulala, 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 doucement, dis donc, on va quand même pas leur filer les clés de la voiture. Hein. Voilà, donc ça vient de là, ce titre. Et moi, je lui ai tout de suite répondu, je ne sais pas qui a prêté la clé de la voiture à qui, monsieur le maire. Et puis un peu plus tard, non même beaucoup plus tard, il y a 2 ans, je le revois, parce que quand même, on se revoit. Et il me dit, c'était bien quand même ce que tu faisais, point de vue de la participation, super, c'est bien, c'est connu et tout. Et du coup, maintenant, quand je rencontre un râleur, je lui dis, vous aviez qu'à venir à l'époque. Alors le pire, ça a été quand le directeur de cabinet avec qui j'avais travaillé a été viré et remplacé par un autre la veille des élections, en fait, pour les élections de 2014. Et celui qui est arrivé était super agacé quand je lui ai raconté ce que je faisais. Et il me dit, mais enfin bon, c'est bien, Claire, tout ça, là, c'est ok, c'est bien. Mais moi, tu sais ce que je veux, c'est une marque de ville. Donc là, moi, j'ai laissé tomber. Petit à petit, j'ai repris mon atelier. Et ma liberté, et sauf que il n'y avait pas autant de boulot qu'avant. Et puis petit à petit, j'ai eu des boulots comme ça, un peu comme je vous ai raconté, de moins en moins intéressants. Et puis on est arrivé à... Et c'est jamais une question de fric, hein, j'insiste, mais le marketing territorial et toutes ces techniques de ce qui est devenu la com maintenant, c'est beaucoup plus cher que ce que c'est vraiment politique, quoi. C'est des choix politiques. Des choix, je ne sais même pas. Et puis la fin de l'histoire, c'est que en septembre 2018, donc moi j'habite Marseille, à côté d'une place extraordinaire qui s'appelle la place Jean Jaurès, autrement appelée la Plaine. Et pas parce qu'elle est en bas, mais parce que plateau, la Plaine. C'est une très grande place où 3 fois par semaine, il y avait, car il n'y a plus, il n'y aura plus, enfin peut-être, on ne sait pas, il y avait un immense marché, vraiment le plus grand marché populaire de Marseille, avec 10 000 pauvres 3 fois par semaine. C'est énorme. Et donc, la métropole et la ville se mettent dans la tête que vraiment ce qu'il faut, c'est nettoyer, évidemment, le centre-ville en général, mais notamment la plaine des pauvres qui y sont, et aussi des petits extrémistes gauchistes qui gravitent autour. Et donc, on décide de faire de la requalification métropolitaine. Donc, quand on dit ça, ça veut dire on bétonne, on fait des grandes terrasses, le café il va être à 4,50 €, la bière elle va être à 6,25 €. Et donc, les croisiéristes, ils ont un circuit, ils pourront passer par la plaine, ils redescendront après machin, et tout ça, ils auront acheté leur savon et ils repartent. Donc, c'est génial. Et seulement, c'est quand même une partie de la plaine, et sur un secteur prioritaire politique de la ville. Donc il faut faire de la concertation, on est obligé de faire de la participation. Donc il y a eu des débats extrêmement houleux, avec une hostilité complète à ce projet. Et bien ça fait rien. En septembre, donc fin septembre 2018, arrivent sur la plaine 35 cars de CRS, et des mecs avec des tronçonneuses qui ont commencé à couper les arbres. En plus, ils ont paniqué parce qu'ils ont vu qu'on arrivait tous. Il y a eu une manif énorme. Ça a duré 3 jours. Ça s'appelle la bataille de la plaine pour nous. Et donc, on pourrait... Et eux aussi, ils pourraient. Donc, ils ont coupé n'importe quoi. Ils ont saccagé des arbres tricentenaires. Enfin, un truc de fou. Et au bout de 3 jours... Et moi, je rentrais chez moi, les yeux comme ça. C'est triste, horrible. En plus, c'est mon métier. La communication de chantier... en tout cas, j'ai bossé dans les chantiers. On sait très bien quand on a un arbre à couper, mais on le fait à la fin du chantier, quand vraiment il y a de la confiance. Là, 100, ils en ont enlevé 100. Et comme ça ne marchait pas, au bout de 3 jours, sont arrivés des espèces de semi-remorques
avec des morceaux de 2 mètres de large de béton sur 2,50 mètres d'une tonne chacun, et ils ont muré la place pour pouvoir faire leur projet de merde. Et là, moi, le soir, je suis rentrée chez moi ces jours-là, donc avec les yeux pleins de lacrymogènes, et dans ma boîte aux lettres, j'avais la com de chantier, j'en frissonne encore, info, travaux, alors vous voyez, avec la place Jean Jaurès, une place à vivre. La place Jean Jaurès sera une place à vivre pour tous, etc. Et là, je dis, c'est bon, ça suffit, j'arrête tout. Et j'ai tout arrêté, et j'ai pris contact pour faire une conférence gesticulée. Alors, je vais passer à la conclusion. Bien sûr, camarade Ricoeur, la démocratie en prend un peu un coup, mais moi je pense qu'avec l'éducation populaire, je crois que vous l'aurez compris, on peut arriver à quelque chose. Donc courage, moussaillon. Et là où je me suis trouvé le mieux pour se faire, c'est là. Il est chaud, je n'ose pas enlever la veste en dessous parce que le micro. Ben oui, parce que j'ai retrouvé auprès des Gilets jaunes, j'ai joué sur un rond-point, les photos, elles y étaient hier dans les télés. Là. J'ai joué en dessous d'une tour Eiffel en palette géniale dans le Var. Il faisait 40 degrés, c'était... Bon, enfin bref. Je pense que ce qu'on fait en éducation, enfin avec l'éducation populaire, c'est la piste, en tout cas c'est la mienne. Et je crois toujours à ça pour ce qui concerne la chose publique, la relation entre le peuple et ses institutions. Seulement, c'est pas facile, c'est un combat. C'est sûr que c'est plus facile d'aller bosser chez ce Stantube ou dans le marketing territorial, puis c'est mieux payé, probablement, enfin, j'imagine. Hein. Mais bon, c'est un combat que je ne veux pas arrêter. Puis il y a des raisons d'y croire, je vous ai donné quand même quelques exemples de choses, et puis là, je vais vous en donner d'autres. Mais bon sang, il va falloir se battre, parce que la domination est très, 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 très puissante. Et en face, il va falloir s'armer. Alors, pour finir, vous avez remarqué que je ne suis pas tout à fait en accord avec cette échelle, alors du coup, j'ai fait la mienne. D'abord, elle n'est pas verticale, elle est horizontale. Et donc, elle s'appelle les clés de la voiture, forcément. Et donc moi, c'est l'éducation populaire. J'ai parlé là, de tout ça, là. Un petit peu, pas beaucoup, j'ai pas le temps, pas grave. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les habitants, là, pour l'étude, la Glande, là, les habitants du quartier de cette ville, ils l'ont en fait, notre étude. Et puis, ils ont eu des explications, je ne sais pas comment c'est possible. Et donc, ils sont en train de batailler. Et ils ont bien raison, c'est complexe. Donc, ils vont pouvoir demander ce à quoi ils ont droit. La petite fabrique de noms, je vous l'ai raconté. Là, j'ai mis 2 noms de villages qui fonctionnent en démocratie directe, qui sont Vendoncourt depuis 1971, un tout petit village dans le Jura. Et aussi Saillant, par contre, Saillant, je ne sais pas s'ils ont été réélus. Non, ils n'ont pas été. Oh, ouais. À creuser. Les collectifs populaires, bah ça c'est ce que je vous ai raconté sur Marseille. Et puis je tiens à dire que le peuple, il se démerde assez bien, merci, il gère bien les allumettes. Et donc, voilà. Mais la lutte est longue. Petite chanson.
chanson qui date de 1871. La semaine sanglante. Sauf les mouchards et des gendarmes, on ne voit plus sur les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, même les heureux sont tremblants. La mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tout semblants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Même si Macron ne veut pas, on est là, on est là.